Alors, je voulais voir avec vous dans cette vidéo les caractéristiques de cette fin de cycle à laquelle nous assistons en ce moment et voir quelles sont ces différences et qu'est-ce qu'il faudra privilégier ou faire en matière d'investissement lorsque la récession va arriver et pour les années suivantes, les années qui vont suivre l'entrée en récession, parce que vous allez le voir, ce cycle est quand même assez différent des précédents. Donc on a eu notre signal d'inversion de courbe des taux qui est intervenu au début du mois d'avril. La courbe des taux s'est un petit peu repentifiée depuis. On est en ce moment aux alentours de 18 points de base d'écart entre le 10 ans moins 2 ans. Très probablement ça va retomber, on va de nouveau être en situation d'inversion dans les semaines ou les mois qui viennent. Et bon, pour l'instant, j'ai un sentiment qui est partagé entre ce signal d'inversion de la courbe des taux qui tend à dire que la récession ne serait pas immédiate, qu'elle serait plutôt pour 2023, puisque bon, toutes les précédentes inversions de la courbe des taux n'ont pas donné lieu à de récession ou de marché baissier immédiat. Il y a toujours, vous voyez, un petit délai entre le début le début de l'inversion de courbe des taux et l'entrée en récession. En général, ce délai est de 6 à 18 mois. Donc pour l'instant, on a ce signal qui indiquerait plutôt une récession en 2023. Et d'autre part, on a par contre un indicateur beaucoup plus alarmant, donc cette fois-ci sur du court terme, qui est l'enquête du Michigan, donc les conditions d'achat, que ce soit en biens durables, en véhicules ou en logement, où là on a un vrai effondrement de l'indicateur. Et lorsque l'indicateur s'effondre de cette façon, en général, vous voyez que bon, ça a été vérifié sur les 50-60 dernières années, on a une entrée en récession qui est très rapide derrière. Donc là, l'indicateur est plus alarmant. Alors pourquoi on n'est pas encore en récession aujourd'hui? Tout simplement parce que on va dire l'économie est encore protégée par le bas de laine accumulé par les ménages aussi bien aux États-Unis qu'en Europe pendant la crise du Covid. Donc les ménages ont été confinés, ils n'ont pas pu dépenser ce qu'ils gagnaient ou les prestations Covid qu'ils ont reçues. Ils ont constitué un gros bas de laine et ils sont en train en ce moment de vivre sur leurs réserves, sur leurs acquis. Mais du coup, ils arrivent quand même à faire face à la poussée inflationniste actuelle. Pas tous les ménages, évidemment, mais une part significative qui explique qu'on n'est pas encore en récession alors que l'inflation est en train de flamber. Donc ça va durer évidemment un temps. L'inconnu est de savoir si ça peut encore durer 3 ou 6 mois ou si ça peut encore durer une douzaine de mois. Et là, on n'a pas vraiment de réponse parce que on n'a pas de précédent historique à cette situation avec des confinements où les ménages accumulent une grosse épargne en excès et la dépensent ensuite. Malgré tout, il y a un autre indicateur alarmant qui est la situation graphique des indices. Donc vous voyez ici l'indice américain des valeurs de croissance. C'est vraiment un cas d'école pour l'instant de retournement d'entrée en marché baissier. La moyenne mobile à 150 jours se retourne à la baisse. On a une première impulsion baissière, un rebond technique qui retrace grosso modo 60% de la baisse initiale. On vient retester la moyenne mobile à 150 jours et on repart tout de suite derrière à la baisse. Alors ce graphique, on le retrouve sur l'indice général sur le Wilshire 5000. On va regarder ça tout de suite. On va apparaître cet indice Wilshire 5000 qui a sensiblement la même configuration graphique. Et sur le Nasdaq, il y a aussi de fortes ressemblances. Le CAC également est à peu près dans la même configuration. On va tout de suite regarder ce qu'il en est pour le CAC. Donc vous voyez que on a une première impulsion baissière, un rebond technique qui retrace un petit peu plus de 60% de la baisse initiale. Et derrière, on semble commencer à rebaisser sur l'indice. Bon, la situation du CAC étant quand même un petit peu moins dégradée pour l'instant. Donc on a des signaux qui sont quand même assez inquiétants pour l'instant sur les indices sur le court moyen terme. L'indicateur de courbe des taux indique que le pire n'est pas certain pour les mois qui viennent, mais en tout état de cause, en 2023, on est à peu près assuré maintenant d'être en situation de récession et de marché baissier, au moins sur les valeurs de croissance chère, sur les valeurs techno. Si c'est un scénario à la 2000 ou typique des années 70-80, ce marché baissier pourrait épargner en partie, au moins sur le moyen terme, le secteur des small mid caps value, le secteur
va dire, de l'énergie et quelques autres secteurs qu'on va voir après. Alors, ce qu'il faut voir aussi dans ce cycle économique, c'est que c'est la première fois qu'on va avoir une entrée en récession avec une banque centrale américaine qui n'a pas eu le temps de remonter ses taux. Les taux d'intérêt actuellement mesurés pour donc les taux des fonds de la banque centrale américaine sont à 0,20, donc à 20 points de base. Toutes les précédentes entrées en récession avaient été précédées d'une hausse importante des taux. Et ensuite, la Banque centrale avait une marge de manœuvre à la baisse pour stimuler l'économie avec des baisses des taux. Ça, c'est valable vraiment depuis les années 70. À chaque fois, hein, on a une baisse des taux directeurs à chaque fois qu'on a une récession. Et là, ça pourrait ne pas être possible. Donc, on risque d'avoir un cycle économique dans lequel la Réserve fédérale américaine n'aurait quasiment aucune marge de manœuvre en termes de baisse des taux pour stimuler l'économie. Et elle aurait aussi très peu de marge de manœuvre en termes de quantitative easing classique, puisque les taux longs, taux à 10 ans, sont déjà assez bas, ils sont encore en dessous de 3% en ce moment. Du coup, ça va être difficile pour elle de faire de l'ingénierie de courbe des taux et de baisser encore beaucoup ces taux pour stimuler l'économie. Donc, ce qui est probable, c'est que la Fed et l'État américain se lancent de nouveau dans une politique dite de People's Quantitative Easing, c'est-à-dire distribution directe d'argent à la population, comme ils l'ont fait pour les chèques Covid ou pour les prestations chômage liées au Covid aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on aurait une entrée en récession, avec une première phase de déflation générale d'actifs qui concernerait vraiment à ce moment-là tous les actifs, hors pétrole, gaz compris. Pendant cette première phase de récession, on observe ça tout le temps, hein, même dans les années 70, ça s'est produit, tous les actifs baissent dans un premier temps, et la valeur refuge et le dollar US. Bon, ça c'est, on va dire, pour les premiers mois, les premiers trimestres d'entrée en récession. Et ensuite, une fois que la Fed et les Américains se lanceront dans leur politique de People's Quantitative Easing, c'est-à-dire distribution de chèques à la population, on pourrait avoir des taux longs fortement négatifs sur une longue durée. Alors ces taux longs négatifs, on les observe déjà aujourd'hui. Vous voyez ici ce graphique. Donc là, j'ai simplement croisé deux valeurs. Donc j'ai pris le rendement des bons du Trésor à 10 ans américains moins donc l'inflation annuelle. Et on est déjà aujourd'hui à des taux d'intérêt négatifs de quasiment 6%. Ça veut dire que, bon, on a en ce moment des taux de rendement sur les bons du Trésor américain à 10 ans autour de 2,8, de 7, 2,8%, et une inflation qui est 6% au-dessus, donc qui va être plutôt aux alentours de 8,5, 8,6%. Et évidemment, en monnaie constante, votre pouvoir d'achat, il fond très rapidement à ce rythme-là, puisque vous perdez 6% par an. Donc un contexte très probable que la Fed et les autorités américaines cherchent à se sortir de l'ornière du surendettement actuel avec des taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire qu'ils feraient du People's Quantitative Easing qui est inflationniste, ils laisseraient partir l'inflation et en même temps, donc pour ça il faut évidemment endetter, il faut émettre des bons du Trésor pour distribuer de l'argent à la population. On crée encore un petit peu plus de dettes et on va faire racheter la dette émise par la Fed à des taux extrêmement bas. Donc la Fed va racheter les obligations émises par l'État américain à des taux voisins de zéro. Donc on aurait à ce moment-là des taux longs qui resteraient proches de zéro et des taux d'intérêt réels très négatifs. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous restez en cash, évidemment, vous êtes perdant. Si vous restez sur des fonds d'assurance vie, style fonds en euros, vous allez être rémunéré à 2% par an pendant qu'il y a de l'inflation à 8% et vous allez forcément en perdre beaucoup aussi. Si vous cherchez à louer des appartements à faible rendement avec des rendements de 3-4% net, vous êtes perdant aussi. Donc, il y a pas mal d'actifs qui vont devenir perdants à ce moment-là. C'est une stratégie qui aboutit effectivement à réduire l'endettement en monnaie courante. Ça permet à l'État et au système de se désendetter au fil de l'eau, mais en même temps, on fait fondre la valeur de l'épargne financière de tous les ménages. C'est une sorte de monnaie fondante, de taxe cachée.
sur le patrimoine qui va vraiment attaquer sévèrement l'épargne de la plupart des ménages. Donc pour se protéger, c'est assez simple, hein, ce qu'il faut faire, des actifs qui résistent très bien dans un contexte de taux d'intérêt réel très négatif sont l'or et les mines d'or. L'énergie, donc toutes les valeurs pétrolières, gaz, charbon, qui sont encore, il y a encore pas mal de valeurs très bon marché. J'ai une nouvelle hein, d'ailleurs à vous annoncer, hein, donc la mise à jour de la formation pétrole et or que je propose sur Esprit Argent est disponible. Donc vous avez pas mal d'idées d'investissement qui sont suivies ou bien nouvelles sur ces secteurs, hein, donc or, mine d'or, énergie. Donc il y a des valeurs pétrolières, des valeurs gazières. J'ai ajouté le charbon parce que le secteur des mines de charbon est en train de flamber depuis quelques mois avec les problèmes Russie-Ukraine. Donc là aussi, il y a des opportunités. Et il y a quelque chose de plus spécifique à cette situation de taux d'intérêt réel négatif qui est le cas des foncières qui utilisent le levier d'endettement. Levier d'endettement à niveau raisonnable, bien sûr, mais bien vous dire qu'une foncière qui est endettée dans un contexte de taux d'intérêt réel négatif, elle est très bien positionnée puisque cette foncière endettée, elle va rembourser son prêt en monnaie de singe, elle emprunte à bateau puisque je vous ai dit, hein, la Fed, les banques centrales vont faire en sorte de maintenir des taux longs à un niveau franchement bas en faisant des politiques de People's Quantitative Easing et en rachetant la dette émise à taux zéro ou presque. Du coup, vous empruntez à des taux bas et en même temps, vous avez une inflation élevée qui fait que la valeur de l'emprunt que vous avez à rembourser va fondre à un rythme de l'ordre de 6% par an si on est à des taux d'intérêt réels de 6% par an. Du coup, vous arrivez ainsi à rembourser en monnaie de singe. Donc, utiliser le levier de crédit de façon intelligente et raisonnable dans un contexte de taux négatif, c'est une très bonne chose. Et vous pouvez à ce moment-là avoir des foncières qui sont bien placées, qui seront intéressantes à acheter. Donc j'en propose notamment dans le portefeuille dividendes et rendement par exemple, mais c'est un axe à creuser dans les trimestres qui viennent. Et le dernier volet qu'on peut utiliser en situation d'inflation forte et de taux d'intérêt réel négatif, ce sont certaines small mid caps value bien sélectionnées parce que les investisseurs vont se trouver coincés, ils pourront plus investir évidemment en fonds monétaires, ils pourront plus investir en fonds en euros d'assurance vie classique parce que là on a un problème de monnaie fondante. Le rendement des obligations d'État sera insuffisant, même le rendement des obligations privées d'entreprise risque aussi d'être faible puisque les taux d'intérêt vont être maintenus artificiellement bas. Et du coup, ils seront un peu obligés de se rabattre sur le secteur des actions ou sur les quelques actions qui vont offrir soit de gros potentiels de revalorisation par leur croissance, soit de gros rendements sur dividendes qui seront dans ce contexte une valeur refuge. Donc voilà un petit peu les caractéristiques que je voulais voir avec vous pour le cycle de récession à venir et la sortie de récession. Donc en entrée de récession, il y aura quand même, je pense, une déflation d'actifs générale. On en a eu un petit avant-goût sur les séances des 2 jours précédents. On a vu un petit peu tout baisser, même l'or et le pétrole. Ça va pas durer, hein. Dès qu'on sera entré en récession, les autorités monétaires n'auront aucun autre choix disponible que ce que je vous annonce là, c'est-à-dire les taux d'intérêt réels fortement négatifs. Puisque si la Fed laisse monter les taux à 10 ans durablement et continue de restreindre les liquidités, elle provoquera forcément une crise financière grave et ça deviendra rapidement intenable pour elle. Donc il n'y a pas d'autre option pour moi, pas d'autre sortie que avoir plusieurs années à taux d'intérêt réel fortement négatif pour diminuer l'endettement du système.